Bonjour, tu m'entends? Oui, bonjour, je vous entends. Ok, nickel. Ça va? Oui, ça va et vous? Ça va. Euh, Est-ce que ça a été ton contrôle? Oui, ça va. Franchement, Ok. ça va. T'as une bonne note ou pas? Il nous a pas encore mis la note. Ok, mais ça a été, t'as su répondre. Ouais, franchement, oui. Ça va. Ok, très bien. Bon, alors du coup, est-ce que t'as des problèmes sur le nouveau cours là? Bah, j'ai pas trop compris la dernière partie qu'on vient de faire que je vous envoyais hier. Alors, juste pour que je me rappelle, c'était le bilan 3 du coup. Oui, non, 2-1. Ah oui, la dernière partie. Ok, ok. Euh, ok, bah ça tombe bien. Alors, moi, je pensais, on va revoir les bilans ensemble. Donc, Hmm. moi, comme je suis là, c'est plutôt toi qui vas aller lire et on va faire des schémas bilans ensemble. Comme Ok. ça, moi, je trouve ça aide à mémoriser, tu vois. Hmm. Alors, du coup, pour le premier bilan, ah, attends, juste. Ok, ok. Alors, pour le premier bilan, du coup, symbiose et microbiote humain, du coup, là, on va mettre. Alors, déjà, la base, c'est ça, c'est le microbiote, ok? Hmm. Oups, attends, je vais le changer. Ok, alors vas-y, si tu veux lire Ok. le bilan. Le microbiote humain représente l'ensemble des micro-organismes vivant sur la peau ou les muqueuses respiratoires, intestinales et génitales chez l'être humain. Ok, donc ça déjà, ça va être une définition, donc il faudra l'apprendre. Ok. Est-ce qu'on va le mettre ici? Alors, on peut mettre la def du coup. Donc, c'est ensemble des micro-organismes. Micro-organismes, j'écris comme ça. Hop, c'est plus simple. Chez un être humain, c'est ça? Oui, et qui vit sur la peau ou les muqueuses. Qui veut, du coup, les micro-organismes sur la peau ou les muqueuses. Ok, déjà, définition. Ok, d'accord. Ok, ensuite. Ensuite, chez un individu, le nombre de cellules constituant le microbiote est supérieur à celui des cellules de son organisme. Et il en va de même pour le nombre de gènes. Plus de gènes provenant du microbiote que de gènes appartenant à son organisme. Ok, donc première chose qu'il faut savoir, euh, nombre de micro-organismes, donc nombre comme ça, micro-organismes supérieur au nombre de cellules. Tu comprends là mes annotations ou c'est bof? Oui, ça va. Ok, et nombre de gènes des micro-organismes aussi supérieur aux gènes humains. Ok, d'accord. Et après, ce qui est important aussi, c'est la relation de symbiose. Donc, le microbiote et l'humain, ils sont en symbiose. Ça, c'est important. Hop, donc chacun tire profit l'un de l'autre. Et justement, c'est ça qui va revenir dans le troisième bilan, qui est que donc les micro-organismes, ils sont contents dans l'intestin et partout sur les muqueuses, machin.
et il protège aussi l'organisme des agents pathogènes. Donc, ça, c'est... Ok. Chacun tire profit de l'autre. Bénéfice réciproque, voilà. Ensuite, avec le quatrième point, là, tu peux penser quoi? Donc, qu'est-ce que ça dit? Déjà, il y a plusieurs centaines de bactéries. Tu m'entends toujours? Oui, je vous entends, c'est bon. Ok, ok. Je t'entends plus. Donc, ok, le quatrième point, les micro-organismes sont très divers, ok, plusieurs centaines d'espèces, et ça peut varier d'un individu à l'autre. Oui. Donc, en fait, le microbiote, c'est propre à chaque individu. Ça aussi. Ok. Ensuite, le dernier, La présence de certains micro-organismes dans le microbiote ainsi qu'une diversité importante des espèces le constituant sont des facteurs de bonne santé. donc plus il y a de diversité de micro-organismes, plus tu es en bonne santé, quoi. Donc plus, plus la santé semble bonne, on va dire. Ok. Ok, alors la suite, du coup, pour le bilan 2, enfin, le bilan 1.2, mise en Mhm. place du microbiote et son évolution. Alors déjà, moi je trouve, en fait, je veux faire des schémas bilan parce que je trouve que c'est plus simple à se rappeler. Genre là, tu parles Oui, c'est d'évolution, vrai. bah du coup, Mhm. tu fais une flèche, tu vois. Donc, ça modifie, c'est modifié dans le temps. Ça commence au début, après ça change. Je trouve que c'est plus visuel de faire, par exemple, une flèche comme ça. Donc, on va faire ça, justement, une flèche. Ok, donc là-bas, il y a le temps. Hop, et il y a des choses qui se passent. Alors, vas-y. Donc, le début, c'est quoi? Euh, le microbiote se met en place dès la naissance par contact du nouveau-né avec le microbiote qui l'environne. Ok. Alors là, on va commencer. Alors, déjà, tout ce qui est bien pour l'individu, on va mettre en vert. Et tout ce qui est bof, on le met en rouge. Enfin, tout ce qui est pas bénéfique. Donc là, tu as... Alors, naissance, déjà, par voie basse. Ça veut dire pas par césarienne. Donc, a priori, la naissance par voie basse, ça, ça bénéficie le bébé. Ok. Et par contre, par césarienne, il sera en contact qu'avec le microbiote de la peau. Donc, c'est bof. Donc, on peut mettre, par exemple, en rouge, ici, naissance par césarienne.
qui est pas fou parce que du coup, il n'est pas en contact avec le microbiote vaginal. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils disent après? Ils disent que les enfants nés par césarienne sont en général plus sujets à développer des allergies et hein, Ouais. l'ensémencement artificiel du nouveau-né par le à développer des allergies. Faut que tu as sauté une ligne. Ah oui. Et l'ensemencement artificiel du nouveau-né par le microbiote intestinal de la mère semble limiter ses effets. Ok. Donc, naissance par césarienne, c'est pas fou. Mais par contre, ensemencement artificiel, ça stimule l'immunité du nouveau-né. Donc, hop, stimulé par ensemencement artificiel. Ok. Alors après, dans la vie de l'individu, il y a des choses qui se passent. Donc l'alimentation, ça peut être bénéfique ou pas bénéfique. Les deux. Oui, Donc alors, attends, parce que par contre, il y a quand même un truc que je voulais ajouter aussi, c'est l'allaitement du nouveau-né. C'est hyper bénéfique parce que dans le lait de la mère, il y a des cellules immunitaires. Il y a des immunoglobulines, on dit. Et ça protège le bébé pendant genre 3 à 6 mois. Et après, c'est après que tu commences à vacciner les enfants, tu vois. Mais en fait, l'allaitement est hyper important parce qu'il donne des, de l'immunité au bébé. Ok. Donc après, l'alimentation, ok, ça peut être bénéfique ou pas. Par exemple, alimentation riche en fibres oui. ou il y a quoi comme alimentation pas bonne, alimentation déséquilibrée juste, par exemple. Ouais, voilà. Ok. Et ensuite, tu as les traitements antibio qui sont mauvais aussi. Enfin, mauvais, ça influe pas très bien sur le microbiote, mais par contre, tu peux contrer par des probiotiques. Ça, je veux juste l'ajouter parce que, par exemple, si tu vas chez le médecin et qu'il te donne des antibiotiques, normalement, il ne te laisse pas partir sans te donner Donc, aussi des probiotiques. Donc, ok. Et puis après, tu as une baisse d'immunité qui peut aussi favoriser le développement de bactéries opportunistes, on va dire, parce que c'est des bactéries qui vivent naturellement dans ton intestin, mais si tu as une baisse d'immunité, ils peuvent devenir pathogènes, comme l'exemple dans votre activité de, c'était qui déjà? Clostridium difficile. Ok, donc baisse d'immunité. Donc les bactéries qui se développent comme ça, c'est des bactéries opportunistes. On dit. Donc ça veut dire des bactéries qui vivent naturellement, qui font naturellement partie du microbiote, mais qui peuvent devenir pathogènes dans certaines conditions. Alors du coup, attends, on va mettre l'exemple. Clostridium difficile.
Il y a aussi E. coli qui peut faire ça. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, pour les rôles, euh, on va faire juste le schéma bilan. Et puis après, j'ai une activité qui va montrer du coup les rôles, l'influence du microbiote sur la santé, etc. Donc, on pourra le revoir. Alors, donc déjà, les rôles du microbiote, il y a plusieurs rôles. Donc, les rôles, on va les mettre au milieu. Hop. Couleur numéro 1 pour le premier rôle. Euh, la digestion. Oups. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la digestion? Vas-y. Le microbiote intestinal joue de nombreux rôles indispensables au bon déroulement de nombreuses fonctions chez l'être humain. Mhm. Fonction digestive au niveau du côlon. Le microbiote participe activement à la digestion de certaines substances que notre organisme ne peut digérer seul. Et semble même avoir un impact sur la bonne structure du tube digestif. Donc, digestion de fibres. Et là, je vais mettre influence positivement, comme ça. Euh, la bonne structure du tube digestif. Ok, d'accord. Ensuite, la fonction immunitaire, Mhm. de défense de l'organisme, la présence du microbiote intestinal empêche le développement de microbes pathogènes par simple compétition, mais va aussi permettre une augmentation du nombre de cellules immunitaires de défense ainsi que participer à leur activation. De plus, certaines bactéries du microbiote produisent des substances anti-inflammatoires qui limitent donc le développement des allergies. Pardon. Ok, alors, du coup, là, tu as dit que tu avais un peu pas trop compris des choses. De micropathogènes. C'est un terme que tu comprends pas, genre par compétition. Ouais. Par compétition, en fait, ça veut dire que, en gros, le microbiote que tu as dans ton intestin, il va empêcher le développement de micropathogènes par compétition. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de bactéries positives, enfin, qui sont bonnes, que de bactéries pathogènes. Et en fait, ils vont en compétition, ça veut dire qu'ils vont se battre en gros pour les mêmes ressources, donc pour la nourriture et l'abri, etc. Ça marche dans tous les contextes. Aussi, si tu parles d'arbres ou de plantes, tu as par exemple deux espèces qui sont en compétition, c'est pareil. Genre, elles se battent pour la lumière et pour la nourriture, par exemple. Et donc, en gros, juste les bactéries dans ton intestin, elles vont être plus nombreuses, les bonnes, que les mauvaises. Du coup, elles prennent toute la nourriture et toutes les ressources qu'elles ont besoin. Et il n'y en aura plus pour les bactéries pathogènes, juste, tout simplement. Du coup, c'est ça que ça veut dire quand on parle de compétition. Et ensuite, qu'elles augmentent le nombre de cellules immunitaires et participent à leur activation, bah ça, c'est un truc que tu verras plus tard. C'est juste, c'est acté. C'est pour dire que le microbiote intestinal, bah, c'est hyper important pour ton immunité. C'est pour ça qu'on te dit bah, de manger diversifié, genre des trucs frais, bio, machin et tout. Parce que ça
influe positivement aussi ce que tu manges sur les bactéries de ton organisme, tu vois. Ok. Donc, augmente le nombre de cellules immunitaires, parce que c'est pas, enfin, c'est connu que si tu manges bien, tu vas être en meilleure santé, tu vois. Et participe à leur activation. Et ils produisent des substances anti-inflammatoires. Ok. Hop. Donc, conclusion, les rôles, c'est maintien de la santé et du bien-être de l'hôte. Oui. Mhm. Ok. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu prennes le manuel. Ça va être page 276-277 normalement. Ok. Tu vois, tu as juste un tout petit schéma avec les rôles. C'est plus, moi je trouve que c'est mieux qu'un gros texte. C'est vrai. Ok, bon. Alors du coup, la page 276-277, normalement, c'est sur conséquences de l'hygiène. Il y a plein de documents normalement. T'as ça aussi? Euh, oui, c'est bon. Donc il y a fréquence, hygiène et fréquence de certaines maladies. Et puis après, tu as un truc sur l'hygiène bucco-dentaire. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, du coup, on va pas faire un truc comme d'hab où on analyse tout, mais on va quand même voir tous les docs et tu vas me dire ce que tu en penses. Et après, moi, je t'ai... Bon, après, on verra. Ok, donc le document 1 déjà, fréquence des maladies infectieuses et auto-immunes entre 1950 et 2000. Donc les maladies auto-immunes, c'est quand ton système immunitaire, en gros, il reconnaît plus bien que c'est tes bonnes cellules et qui attaque tes propres cellules, en fait. Ok. Et les allergies, c'est pareil. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque, par exemple, dans le premier graphique? Euh, Bah, que les maladies infectieuses dans le premier graphique, elles, la fréquence des maladies infectieuses par rapport à celle de 1950, eh ben, elle chute. Ouais, carrément. Euh, Est-ce que tu peux me donner des données, des chiffres? Ah, bah, à partir de 1950, non, à partir de, bah si, à partir de 1950 Mhm. jusqu'à 2000, la fréquence, elle baisse de 100, je sais pas, 100 Ouais. euros. De 100 à 0, ouais, presque. Ouais, après zéro.
presque zéro. Mais ça, c'est pas pour toutes, c'est juste pour la rougeole et rhumatisme articulaire viral. Donc, attends, on va le mettre. Euh, donc, la fréquence. Bah, par exemple, pour la rougeole et le rhumatisme articulaire viral, Ouais, c'était à zéro. pour la rougeole. Ok. Et pour les autres? Euh, pour la tuberculose, elle est à 25, je dirais. Donc, de 100 à 25 pour la tuberculose. Ouais. Et l'hépatite A, elle est un peu en dessous, donc je dirais 20, 22, un truc comme ça. Ouais, on peut dire oui, 20. Ça va. Ok, donc de 100 à 20 pour l'hépatite A. D'accord. Et ensuite, ok, donc pour le doc 2 du coup, non, pas le doc 2 le graphique 2 juste. Bah, le graphique 2 c'est l'inverse. Ça monte, ça augmente, pardon. De 100 à 310 pour la sclérose en plaques, par exemple. Mhm. Ouais, t'es pas, peut-être pas obligé de donner des exemples pour toutes les maladies. D'ailleurs, c'est bizarre ce qui se passe avec la maladie de Crohn, là. Mais Ah bon, ouais. certes, c'est pas grave. Mais oui, tu peux peut-être donner un exemple le plus marquant, tu vois. Donc, si tu prends la maladie de Crohn, tu dis, ben, c'était environ à 130 on va dire, en Mhm. 1955. Et en 2000 ça se retrouve à 400. Oui, ok. Donc, comme ça, tu... Voilà. Donc, par exemple, euh, la maladie... Alors, la fréquence, plutôt, de la maladie de Crohn est passée de... Donc, on avait dit combien? 130 en 1955 à 400 en 2000. Euh, ok. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la fréquence des maladies infectieuses, elle a drastiquement chuté. Par contre, la fréquence des maladies auto-immunes a augmenté et encore plus par rapport à la chute des maladies infectieuses. Donc, tu vois, les maladies infectieuses, elles ont chuté de, je sais pas, 75%, alors que les maladies auto-immunes, elles ont carrément augmenté de 400%. Oui. Euh, ouais, c'est ça. Ok. Donc, pour le doc 2, ça c'est intéressant. Euh, Position de proportion de souris. Euh, Bah, dans ce graphique, on peut voir que le, que le pourcentage des souris diabétiques varie en fonction de leur âge. Ouais, ça c'est vrai déjà. Donc, ok. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la variation? Ben, plus elles sont âgées, plus il y a plus de taux de diabète. Enfin, plus de... C'est ça. Donc déjà, première chose, plus les souris vieillissent, plus le taux de souris diabétiques augmente. Et puis après, il y a un truc donc, sur le milieu stérile et le milieu normal. Bah, plus elles sont stériles et vieilles, plus elles sont diabétiques. Et plus elles sont vieilles et normales, elles sont diabétiques, mais moins que les stériles. Voilà. Donc en gros, les souris qui ont euh, grandi dans un milieu stérile sont beaucoup plus
sujettes au diabète. Oui, c'est ça. Au diabète que celles qui ont grandi dans un milieu normal. Alors, est-ce qu'on peut faire un ratio là, peut-être? Donc, celle qui, donc la plus vieille, donc c'est à 75% dans le milieu stérile, 75% de souris diabétiques. Et pour les autres, on va dire c'est 40%. Ouais, Donc, différence de 30%, 30, non, 25, pas du tout. Je dis n'importe quoi. 75 moins 30, 45, il va. Ok, tout va bien. Donc, différence de 45% de souris diabétiques, donc. oui. Euh, donc, qu'est-ce que ça te dit, ça? Parce que justement, on parlait de les rôles du micro-organisme sur l'immunité. Donc, tu vois que là, le milieu stérile, c'est un milieu où il n'y a rien, où il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de micro-organismes, c'est propre. Alors que le milieu normal, c'est genre le milieu où on vit, il y a des bactéries, il y a des micro-organismes, il y a des champignons, il y a plein de choses. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Euh, 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 les souris qui ont grandi dans un milieu stérile, c'est-à-dire que au début, tu vois que ça change pas trop. Donc jusqu'à oui. l'âge Euh, hmm, de 25 semaines, on va dire, bah, les ouais. souris, il y a le même taux de souris diabétiques. Donc ça veut dire que le milieu, il n'a pas trop d'influence jusqu'à cet âge-là. Et puis ensuite, plus elles vieillissent et plus elles ont tendance à être diabétiques dans le milieu stérile. Donc ça veut dire que il y a un truc dans la vie, dans l'âge quand elles étaient jeunes, qui a fait que les souris dans le milieu stérile, elles sont plus aptes à développer le diabète. C'est en fait juste le fait que elles sont dans un milieu stérile. Donc elles n'ont pas été en contact avec euh, les bactéries ou tous les micro-organismes que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours, qui sont indispensables pour construire ton immunité pour quand tu grandis. Ah, ok. Tu vois? C'est pour Ouais. ça que dans la vie, je sais pas si tu as déjà entendu, mais on dit toujours que faut laisser les enfants sortir et jouer et découvrir le monde par eux-mêmes et genre pas les laisser à la maison dans un milieu stérile, justement le plus stérile possible où tu nettoies toutes les surfaces et tout. Non, les enfants, ils doivent être en contact avec les choses, avec les laisser sortir dehors, jouer avec des limaces, ok, mettre leurs doigts dans leur bouche, c'est pas grave parce que ça va construire leur système immunitaire pour plus tard. Donc c'est ça, ce qu'il faut tirer de ce doc, c'est que le milieu, il influence carrément euh, ton micro-organisme, ton microbiote, et qu'il y a clairement une influence du microbiote sur la santé de chaque individu. Ok. Ensuite, le doc 3 il est intéressant. Il est un peu plus compliqué, mais vas-y, regarde-le et dis-moi si tu comprends. Ok. Ok, si j'ai bien compris,
je vais expliquer ça sans chiffres maintenant, mais après je vous dirai. Oui. En gros, c'est que depuis que c'est un graphique qui détermine, enfin, depuis qu'ils ont mis en place un nouveau protocole pour se laver les mains plus souvent dans un hôpital, et ben les infections nosocomiales, eh ben, elles ont Mhm. diminué. Ouais, exact. Alors, oui, les infections nosocomiales ont diminué et aussi la résistance de S. aureus a baissé aussi. Oui. Donc, en fait, euh, les cas de résistance, à partir de la mise en place du nouveau protocole, les cas de résistance, ils ont chuté de, on va dire, bah, 0,3 Ouais, pour 100 cas d'admission et les infections nosocomiales, elles ont carrément baissé. Donc je sais pas, 17%, elles ont baissé à, allez, 7%. Donc en gros, elles ont baissé de 10% grâce à ce nouveau protocole. Donc euh, les gestes d'hygiène de base, c'est important pour réduire le nombre d'infections, quoi. ouais. Ok. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on tire de ce doc. Ok, finalement, c'était pas trop dur. Ok, alors du coup, on peut passer à l'hygiène bucco-dentaire et microbiote. Bon, le document 4, ok, c'est des infos, quoi. Euh, Bah, tu vois, par exemple, alors, association de micro-organismes. Si tu prends Candida albicans et Streptococcus oralis, les conséquences, c'est candidose et inflammation. Ok. Ouais. Candida, alors ça, c'est Candida plus Streptococcus. Candida albicans plus un autre Streptococcus, c'est encore des mauvaises conséquences. Alors que Candida albicans et une autre sorte de bactérie, c'est coexistence sans effet néfaste. Donc, ok, Candida albicans, c'est une bactérie qui vit naturellement dans notre bouche, mais ceci dit, ça peut faire des infections, enfin des candidoses. Par exemple, dans le doc 7 qu'on voit, ça, c'est quand justement c'est une bactérie, enfin c'est un champignon opportuniste. Donc dès que tu as une baisse d'immunité ou qui a, oui, qui a une baisse d'immunité, et bah elle va se développer et faire une maladie en gros. Donc ça, c'est encore un cas de micro-organisme opportuniste. Et là, dans le doc 6, on voit que la variation de quantité de levure, elle augmente, elle est plus élevée quand il n'y a qu'un seul brossage par jour. Hmm. Donc, en gros, faut se brosser les dents. Voilà. Donc, alors moi, j'avais fait un texte là. Euh, donc, qu'est-ce qui est important? Déjà, dès le début de la vie de l'individu, il faut genre l'habituer à qu'il vienne en contact avec des micro-organismes parce que c'est pas mauvais. Donc, euh, on va dire dès le début de la vie de l'individu, il faut sensibiliser son organisme aux micro-organismes. Euh, donc, par exemple, laisser les jeunes enfants jouer dehors, tu vois, Hmm. découvrir, mettre des trucs dans leur bouche. Voilà, parce que c'est pas grave. Et en plus, d'autant plus que, comme on a mis dans le schéma bilan, l'enfant est protégé par les anticorps qui sont dans le lait de la mère.
jusqu'à environ 6 mois. Ensuite, c'est là où on commence à vacciner les bébés. Ensuite, on commence à vacciner donc pour, euh, pour protéger des maladies infectieuses. Donc, pour protéger des maladies infectieuses et des agents pathogènes. Donc, pas des bactéries qui vivent déjà dans ton intestin, comme Candida albicans ou comme l'autre que tu as vu dans ton activité. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit avec le lavage des mains et euh, le brossage des dents? Que des gestes d'hygiène de base. Est-ce que tu as, dans le manuel là le lien pour voir la vidéo? Non? Euh, non, je l'ai pas. Ok. C'était juste une vidéo de Europe 1 où c'était un médecin qui parlait du lien entre l'hygiène buccale et les AVC. Donc, en gros, juste les gestes d'hygiène de base, donc comme brossage des dents et lavage des mains, contribuent à réduire considérablement les maladies. Donc, par exemple, liées à Staph aureus et Candida albicans. Ok, donc voilà, en gros, le lien entre micro-organismes, microbiote et santé, finalement, et protection de l'individu. Ok. Et puis après, évidemment, l'alimentation aussi, ça joue à fond. Voilà. Donc, si tu manges plus de fibres, ok, tu vas mieux digérer, etc. Et si tu manges que McDo, tu vas avoir mal au bide. Ok. Alors, bon, maintenant, il y a du coup, pour tester les connaissances qu'on vient de voir, et je voulais faire cette activité avant de faire le QCM, qui est page 280 normalement. Ok. Euh, Donc, page 280. C'est bon. Est-ce que tu as aussi à la question 6 l'image Ouais. des cellules intestinales? Ok, parfait. Alors, vas-y, du coup, on peut faire ça ensemble. Une nouvelle diapo, juste. Voilà, nickel. Ok, donc question 1, Le c'est quoi premier déjà? microbiote de la vie est acquis au cours du développement dans l'utérus de la mère, à la naissance, au cours du premier repas ou au cours des premiers repas solides à la fin de l'allaitement. Bah, du coup, c'est la réponse A. Non. Le premier microbiote de la vie, c'est à la Ah non, naissance. c'est à la naissance. Je croyais que j'avais dit que c'était la B. Ouais, c'est ça. C'est à la naissance, du coup. Ok, donc Ouais, top. ouais. Euh, le microbiote intestinal protège l'organisme parce qu'il reconnaît spécifiquement les pathogènes. B, car il absorbe toutes les substances nocives à la place de l'intestin. C, parce que le système immunitaire stimule le microbiote qui attaque les agents infectieux. Et D, en stimulant le système immunitaire et par compétition avec les agents infectieux. Du coup, c'est la D. Ouais, c'est la D. C'est ça. Par compétition. Ok.
Du coup, là, 3. La hausse du nombre d'allergies dans les populations humaines semble liée à des pratiques d'hygiène trop élevées, des infections plus régulières par certaines bactéries, un microbiote qui transforme des substances alimentaires et substances allergènes, des normes d'hygiène pas suffisamment strictes à domicile. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, je pense que c'est la C, non? Non. Rappelle-toi le document sur le doc 1 sur la réduction, sur la hausse des maladies auto-immunes. Euh, En fait, la réponse, c'est la A, Ah, des pratiques d'hygiène trop élevées. Euh, ok. On n'aura peut-être pas le temps de le faire, mais euh, ok. Bon, on va finir le QCM vite fait. Question 4. euh, le fait que certains micro-organismes de notre microbiote deviennent pathogènes est parfois de la conséquence. Bah, je dirais. Bah, en fait, il y a deux réponses, non? En fait, même, moi, je trouve qu'il y a presque tout qui est juste. Toi, tu Ouais. dirais quoi? Moi, j'aurais dit la B. Ouais. B, C. Ouais, en fait, tout. Moi, tout. Parce que tu peux dire un affaiblissement du système immunitaire vrai, par exemple, Candida albicans, d'un régime alimentaire inadapté, ça c'est clair. Deviennent pathogènes, ouais. Du hygiène insuffisante, ça c'est vrai, on l'a vu avec le doc d'avant. Et les mutations induites par des antibiotiques, c'est aussi vrai. Parce que si tu donnes trop d'antibiotiques, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer dans le monde médical, c'est que il faut faire attention, enfin, quand tu es médecin, de pas te prescrire des antibiotiques à tout va parce que ça fait des résistances dans les bactéries. Et du coup, après, quand tu redonnes le même antibio à la même personne, ça marche plus parce que les bactéries, elles se sont adaptées. Donc tout est vrai, mais je pense que c'est plutôt la D qui cherchait, mais Hmm. tout est vrai. Donc ok. Du coup, la 5, les micro-organismes du microbiote peuvent parfois déclencher des maladies. B, résistent tout aux antibiotiques. C, ont tous un rôle dans la digestion. Et D, sont les mêmes sur tout le corps. Bah, moi, je dirais la A. Ouais, peuvent parfois déclencher les maladies. C'est ça. Ok. Et pour la 6. À partir de cette photographie, on peut estimer la diversité du microbiote humain. On constate que le nombre de cellules du microbiote est plus important que celui des cellules humaines dans cette zone. On peut identifier un intestin de personnes obèses. D, on conclut que les bactéries s'introduisent dans les cellules intestinales. Euh, Bah, du coup, c'est la B. C'est la B. Ouais, il y a beaucoup plus de cellules du microbiote que cellules intestinales. D'ailleurs, tu vois, genre, bon, allez, on va dire 4 cellules intestinales et les cellules du microbiote, elles sont indénombrables, hein, clairement. Donc, ouais, ça, c'est la réponse, c'est la B. Ok, et ensuite, du coup, ce que je voulais te montrer, c'était. Je sais plus maintenant, faut que je le retrouve. Exercice. Ah, mais c'est ici, c'est plus loin.
Alors, si tu tournes les pages, normalement, ça doit être l'exercice 7. Enfin, en tout cas, ça s'appelle la diversité du microbiote dans les populations humaines. Donc, dis-moi si tu le trouves. Mhm. Tu l'as pas, c'est pas grave, je peux mettre l'image là. Ouais, j'arrive pas à le trouver. Peut-être que... Ok, donc je vais te montrer. On va pas le faire. Enfin, de toute façon, c'est rapide, mais c'est juste par rapport à la question, je sais plus combien. Hop, là tu vois. Oups, le doc. Oui, je le vois. Microbiote fécal de quatre populations avec les diversités bactériennes par rapport aux populations. Et c'était quoi la question? Comparer les microbiotes des quatre populations et formuler des hypothèses explicatives. Et après, normalement, il te demande de faire des recherches sur Internet pour connaître le mode de vie des populations différentes. Alors là, il y a encore un truc. Hop. Du coup, on peut voir que dans ces différentes populations, la diversité bactérienne est différente en fonction bah, de leur mode de vie. Oui, en fonction des populations et en fonction de leur mode de vie. Tout Ouais. à fait. Et qu'en fait, alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc, les Yanomami constituent une des populations humaines les plus isolées du reste du monde, et c'est celles qui ont la plus grande diversité bactérienne. Et ça, comme ils te disent dans le texte d'en dessous, là, certaines populations ont un mode de vie très proche de la nature, ok, éloigné de notre mode de vie, donc aliments standardisés et transformés, etc., et normes d'hygiène très strictes, et en fait, ça contribue à baisser notre diversité bactérienne parce que justement, on est moins en contact quand on est jeune avec des pathogènes et tout. Et Ouais. donc, après, si ça t'intéresse, tu peux chercher sur Internet leur mode de vie. Mm. Mais clairement, comme ils sont proches de la nature, euh, oups, en fait, la diversité bactérienne, elle est en fonction du mode de vie, clairement. Et c'est pour ça que dans la question du QCM, la hausse du nombre d'allergies dans les populations humaines semble liée à des pratiques d'hygiène trop élevées. C'est vrai. Parce que tu vois, eux, qu'est-ce qu'ils ont leurs pratiques d'hygiène, bon, ça doit pas être comme chez nous, quoi. Mm. Ok, donc bon, voilà, c'est ça en gros le lien. Ok, donc c'est bon, on a fait tout ce que je voulais faire et même plus, donc c'est top. Et du coup, ben, on peut se laisser, je crois. Oui. Ok, alors tu sais quand tu auras un prochain contrôle là-dessus? Ouais, il a dit le lundi, pas celui d'après, mais celui après. Ok. Donc après le week-end où on n'a pas cours, donc. Mais bon, de toute façon, vous allez encore travailler ça. Et vous avez fait quoi en TP? Bah, on a fait du cours en fait, en Ah, TP. ok. Parce que moi, je me rappelle, ça aurait été marrant qu'ils vous fassent, par exemple, prendre un coton-tige dans votre bouche et l'observer au microscope. Tu vas voir qu'il y a plein de bactéries, justement. Ah Et ouais, c'est c'est encore vrai. pire quand tu viens de manger. Hmm. Donc, ouais, bon, c'est intéressant. Donc voilà. Bon, ok, bah, très bien. Bah, du coup.
La semaine prochaine, on se voit pas, mais c'est pas grave. Mm. Et bah, bon dimanche. Merci à vous aussi. Merci.